y a ce qu'on appelle Danielle Linhart. Retenez bien ce nom, Danielle Linhart. Danielle Linhart, c'est une grande sociologue qui a travaillé sur les questions du travail et de la maltraitance au travail et du harcèlement moral. Le harcèlement moral. Parce que cette notion de harcèlement moral a émergé justement dans les années 90, 2000, tout simplement parce qu'on a changé les règles du jeu. Alors les règles du jeu, c'est quoi? Avant, il y a 50 ans, il y avait une dynamique collective. Vous savez, quand les gens avaient un besoin, eh ben, ils se réunissaient et ils disaient, tiens, je vous parle dans les entreprises, dans les usines, etc., on va demander une augmentation, ben, on va passer par le syndicat, on va se mobiliser collectivement et on va dire, ben, voilà, on veut tant, parce qu'il y a des bénéfices, donc c'est normal qu'on ait un retour, nous, qu'on augmente nos salaires, etc. Il y avait une dynamique collective. Et puis, aux alentours des années, au tournant des années 80, ben, que s'est-il passé? Une nouvelle technique libérale qui a poussé à ce que Danielle Linhart appelle l'individualisation. Alors c'est quoi l'individualisation? C'est le travail par objectif. C'est-à-dire qu'au lieu de demander une dynamique collective pour qu'on produise collectivement les choses et que les gens s'organisent collectivement, eh bien on va individualiser les choses. On va demander à l'un de produire dans la journée tant de choses, etc. etc. C'est des fiches actions, hein, pour certains qui connaissent, hein, les fameuses fiches actions, l'air de rien comme ça. Les fiches actions, ben, c'est une dynamique d'individualisation aussi. Et donc, qu'est-ce que ça a fait? Qu'est-ce que ça a produit? Ça a produit une formidable concurrence. D'accord? Une exacerbation de la concurrence. Et cette exacerbation de la concurrence, elle fait quoi? Elle produit du stress. Et elle produit aussi ce que disait Auguste Comte au début du XIXe siècle, l'inventeur de la sociologie. Auguste Comte, un grand monsieur, quand il est parti aux États-Unis pour étudier c'est quoi le libéralisme, il est revenu 6 mois plus tard, et les journalistes à Cherbourg, à son retour, alors, monsieur Auguste Comte, c'est quoi le libéralisme? Et il leur a dit, le libéralisme, c'est la loi de tous contre tous, c'est la guerre. C'est-à-dire que l'exacerbation de la concurrence a favorisé, si vous voulez, le stress, parce qu'il y a des gens qui, évidemment, il y a des gens qui n'y arrivent pas. Quand tout est sur vos épaules, et on vous dit, bah voilà, attends, là, t'as pas fini, là, t'en es où, là, etc. Et donc, si vous voulez, voilà, il y a cette forme d'exacerbation qui a produit. Et ça a décliné en quoi? Ça a décliné, vous connaissez ce qui s'est passé, le résultat? Est-ce que vous savez ce que c'est, le résultat? France Télécom, ça vous dit quelque chose? Le mal-être au travail et le suicide. Les suicides. Vous vous rappelez de ces suicides régulièrement où il y avait quelqu'un qui se balançait et d'ailleurs ça a déstabilisé tout le monde, y compris les pouvoirs publics. On dit mais c'est pas possible. Les élus, tout ça, on dit mais c'est quoi ça? Et en fait, il y a eu une remise en cause, effectivement. Là, du coup, on a fait ce qu'on appelle un diagnostic. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils se tuent tous, là? Et puis les mecs, les nanas, hein, c'est pareil, ils font des lettres à leurs femmes, ils disent voilà, je vous quitte parce que j'en peux plus. Et parce que au boulot, voilà ce qu'on me fait subir, voilà. Parfois, ils nomment leur chef, etc. Et donc, la conjugaison de cette catastrophe annoncée des suicides a fait réfléchir et a produit un nouveau diagnostic de la gestion des ressources humaines. Et donc, pardon? Hein? Cata, ressources humaines. Oui. Les ressources humaines, il n'y a plus rien de ressources, il n'y a plus rien. Oui, mais on pourra définir effectivement c'est quoi le mot ressources humaines. En tout cas, là, moi, je le prends du point de vue générique, globalement, de ce qu'on appelle les ressources humaines. Il y a toujours un DRH quelque part, dans n'importe quel endroit. Et son boulot, c'est de faire en sorte que ça marche mieux. Voilà, en tout cas, génériquement. Et donc, c'est dans ce contexte-là, des pouvoirs publics, d'une part, et du constat aussi
des patrons. Et puis on a découvert, il y a eu des diagnostics, on a découvert quoi? C'est quoi le harcèlement moral? Donc le harcèlement moral, il y a eu une loi. Loi dans les années 2002 précisément, donc qui, dans le Code du travail, donc, je pourrais vous la lire, hein, mais très précisément je l'ai apportée, eh bien, dans le Code du travail, il est inscrit et énuméré, et là c'est intéressant parce que c'est à l'Assemblée nationale, c'est l'ensemble des élus qui ont voté une loi contre le harcèlement moral. Et le harcèlement moral, c'est quoi au fond? Eh bien, c'est créer les conditions qu'un individu n'en peut plus. Alors, c'est des humiliations, c'est plein de choses. Mais c'est aussi, par exemple, des choses dont on ne parle pas, que moi j'ai découvert. C'est ce qu'on appelle la disqualification. Vous savez ce que c'est qu'une disqualification? Disqualifier quelqu'un, ça peut être le truc grossier, on l'insulte. On dit mais t'es naze, toi, t'es nul, etc. On dit quelque chose, quand on dit à quelqu'un qu'il est nul comme ça devant tout le monde, vous imaginez la destruction massive que ça fait au niveau psychique. Vous reportez ça aux gamins, c'est pareil. Hein. Dans un groupe, quand une maîtresse ou une animatrice ou un animateur dit à un gamin, tout simplement parce qu'elle est énervée, parce que elle est mal lunée, et puis, etc., où il énerve ce gamin-là, elle ne le supporte plus, ou est-ce qu'elle n'a pas suffisamment de formation, de recul, de distance, parce que ce gamin, il est peut-être, il gigote beaucoup, et ça énerve. Mais tu vas arrêter, toi, et t'as vu, t'es nul. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est aussi un processus de disqualification, mais devant tout le monde, et ça peut assassiner. Alors vous imaginez que ça peut arriver. Moi j'ai vu ça par exemple chez des cadres. Hein. Il y avait un truc moi qui m'avait beaucoup frappé, c'est l'intériorisation de la... c'est pour ça tout à l'heure je vous parlais du théâtre, mais au fond le théâtre on joue tous des rôles. Et le gars me dit un jour, parce que il souffrait un peu de cette image qu'il avait, c'est une image du méchant, du mec, quand on le voit on tremble, et oh putain non, il ne faut surtout pas qu'on le voit, etc., etc. Donc il y avait à la fois, évidemment quand on est craint, il y a une sorte de jouissance. Hein, tiens, c'est bon, ils ont tous peur de moi. Et puis il y a aussi l'autre effet qu'on ne voit pas, parce que les gens ne le disent pas, c'est que ça les rend malheureux. C'est-à-dire que celui qui maltraite est aussi malheureux que celui qui est maltraité. C'est ça qu'il faut voir. Parce que personne d'entre nous se lève le matin en disant « Tiens, je vais lui écraser la tronche à lui, ou à elle, ou je sais pas quoi. » Non, ça se fait pas. Ça existe pas. Ça a dû arriver pour nous. Bon, en tout cas, personne ne se lève en disant je vais faire du mal à mes camarades aujourd'hui, que mon objectif est ça. Okay. Non, l'objectif c'est quand même de passer une belle journée. Donc d'où cette question de... Mais on en parlera tout à l'heure. Si vous êtes... Il y en a qui sont tellement investis par cette posture que ça devient leur mode de fonctionnement naturel. Donc ils n'ont pas besoin de se poser la question le matin s'ils vont faire du mal à quelqu'un ou pas. C'est vrai, c'est vrai. Alors justement, c'est intéressant parce que là on approche après... Non, ce que je voulais vous dire simplement, et ça c'est bien vos deux interrogations, vos doutes, amènent une autre question. Il y a deux manières d'analyser la chose. Soit on l'analyse du point de vue structurel, et on se dit, qu'est-ce que l'institution a mis en place pour qu'il y ait de la bienveillance? Ou qu'est-ce que l'institution n'a pas mis en place? D'accord? Par exemple, si je prends le cadre de l'accueil des parents dans un centre de loisirs, puisque là, visiblement, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'animation, comment on accueille les parents? Par exemple, est-ce que on est bienveillant dans l'accueil? Est-ce qu'il y a quelque chose? Mais ça, c'est pas du ressort uniquement de l'animateur ou de l'animatrice ou du responsable. C'est quelque chose qui est pensé globalement. Donc, pour revenir à la bienveillance, donc, dans les années 2000, les entreprises ont investi donc énormément de choses qui fait que on va créer un climat, comme ils disent, sympa. D'accord ? Donc ça, c'est par exemple, moi je vois beaucoup d'endroits, des restos.
Les entreprises payent des restos, soit de fin d'année, soit etc. Il y en a même qui organisent des week-ends, etc. Pour casser la barrière un peu dans la hiérarchie. Vous voyez? De dire on est tous pareils. Voilà, on est un peu tous pareils, etc. etc. Évidemment qu'on n'est pas tous pareils. Et que, comme dirait Bourdieu, les positions restent là où elles sont et que les rapports de classe, etc. sont bel et bien là et sont présents. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire en introduction sur cette question du cadre de la bienveillance, c'est-à-dire comment elle est arrivée. C'est important parce qu'un de mes grands maîtres en sociologie, et à son âme, qui s'appelle Robert Castel, retenez ce nom, il a écrit un livre très important qui s'appelle Les Métamorphoses de la question sociale. Et donc, où il raconte comment la classe ouvrière, qu'est-ce qu'elle est devenue, comment les ouvriers, petit à petit, se sont désaffiliés, hein, alors qu'ils avaient une force de frappe importante au cours de leur vie, et que comment aujourd'hui, par exemple, à l'Assemblée nationale, il n'y a que moins d'1% d'ouvriers qui est représenté à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est important. Et il disait, cette phrase importante, la question c'est comment éclairer le présent par le détour du passé. Non, par le passé. Elle n'est pas dans de bonnes conditions. C'est-à-dire que le passé, c'est-à-dire réfléchir à comment a émergé l'histoire des rapports sociaux, c'est important pour comprendre où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et ça peut être dans une ville, ça peut être dans un temps court. Hein, et dire par exemple, vous dites, tiens, il y a 20 ans, comment ça se passait à Chamalières, par exemple. Il y a 30 ans. Tiens, aujourd'hui, tiens, les choses ont changé. Pourquoi ils ont changé? Comment il s'est fait qu'ils ont changé? Comment le changement s'est opéré, etc., etc. Donc c'est un peu toutes ces questions. Et puis, c'est aussi, évidemment, des dispositions d'acteurs. Quand des gens maltraitent d'autres, c'est que souvent, eux-mêmes, ils ont la trouille, ils ne sont pas bien, en général. Quelqu'un qui maltraite les autres, quelqu'un qui est dans une position négative. Vous avez toujours des gens, vous savez, dans un projet, moi ça m'est arrivé souvent, vous avez toujours quelqu'un qui vous dit « Ouais, mais ça ne marchera pas ». Vous lui proposez un projet, un truc, vous arrivez à dire « Non, mais on a déjà fait ça, ça ne marchera pas ». Il y a des gens qui sont toujours à ruminer des dispositions négatives. Vous savez, c'est le brouillard, c'est un peu le... Et donc, la question de fond, c'est comment faire ça, parce que c'est des vrais freins, il faut le savoir. Et bien justement, c'est la dynamique de projet. C'est ça la chose à laquelle je voulais vous emmener. Rien ne peut se faire en termes de bienveillance s'il n'y a pas une dynamique de projet. D'accord? Donc la question de la dynamique du projet collectif, du projet éducatif, pour ce qui vous concerne, mais du projet économique dans une entreprise, du projet ou ce que vous voulez. Et le projet implique des objectifs clairs, dire où on va, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on fait ça, pourquoi je fais telle activité avec tel gamin, ou tel enfant, ou je sais pas. Il y a du sens.